Salut à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour l'interview avec Taylor Lapillus, qui est bien sûr combattant phare du MMA Factory, qui vient tout juste de s'imposer à l'Ares face à un adversaire assez solide et puis qui est aussi très proche de signer à l'UFC. En parallèle de sa carrière de combattant, il est également consultant chez RMC Sport les soirs de gros combats justement. Salut Taylor, comment tu vas? Salut Elias, merci pour l'invitation déjà. Puis écoute, moi je vais bien, pas de bobo, je me sens plutôt en forme, donc écoute, non, il n'y a pas de problème, tout va bien. Tout va bien, c'est le principal. Et puis félicitations surtout du coup pour ta victoire à l'Ares. Tu t'es imposé sur décision unanime face à Wilson Reis, qui lui aussi, comme toi, a côtoyé l'UFC, qui a même obtenu un title shot chez les flyweights. C'était face à Demetrius Johnson. Du coup, ça veut tout dire, hein. Ça impose quand même un statut, j'ai envie de dire. Alors, Taylor l'emporter sur décision unanime face à un tel adversaire et en plus de cela, après 2 années d'inactivité, c'est un excellent résultat. Écoute, c'est un bon résultat. Je suis assez content parce que effectivement, c'était pas un adversaire facile. C'est un adversaire qui a beaucoup d'expérience, qui a été passé, comme tu l'as dit, hein, qui est passé par l'UFC, qui a combattu pour la ceinture. Donc c'est au niveau du MMA. Maintenant, voilà, j'étais confiant sur ce combat-là. J'étais vraiment confiant, je me suis bien préparé, j'avais bien analysé le combat et puis ça s'est bien passé. Au-delà de ton combat, ce qui s'est bien passé, c'est aussi l'ARES en général. J'ai vu les images, c'était vraiment très impressionnant. Donc, du beau monde présent non seulement dans l'octogone, mais aussi en dehors de l'octogone, des combats spectaculaires, une organisation finalement très professionnelle. C'est aussi un succès, ça, pour Fernand Lopez et pour le MMA Factory. Gros succès parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu la RES 1 en décembre 2019, le 14 décembre 2019, qui s'est arrêté à cause du Covid. Mhm. Entre-temps, la RES est revenue, mais a été rachetée par Fernand Lopez et Benjamin Sarfati. Donc ça aussi, c'est un gros pari, hein, de récupérer une organisation aussi jeune. Donc le retour était attendu et je pense que tout le monde était assez pressé de voir ce que ça allait donner. Finalement, très très gros succès, vraiment beau succès. Pour le deuxième événement qui n'a rien à envier au premier, j'ai même trouvé meilleur pour le coup, puisque j'ai participé aux deux. Donc j'ai même trouvé meilleur que la première édition. Donc voilà, c'est vraiment un très très bel événement qu'ils ont mis en place et espérons que ça dure et qu'il y ait plein d'arrêts. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Et puis il faut dire, Taylor, que le 11 décembre, c'était quand même assez chargé pour toi, puisque non seulement tu as eu ton combat que heureusement tu as remporté, ensuite tu as dû filer pour RMC Sport, puisque ça se passait quasiment en même temps que l'UFC 269. C'était pas trop dur d'enchaîner ton combat et ensuite les commentaires à partir de 3 heures du matin chez RMC? Écoute, alors il y a eu, on a commencé, effectivement, il y a eu le combat. Après, à 3 heures, on a fait une émission. Puis à 4 heures, on a commencé sur les commentaires. Mhm. C'était déjà prévu comme ça. C'est-à-dire que c'était déjà prévu qu'après je vienne. Moi, RMC m'ont dit, mais du coup, qu'est-ce que tu fais pour la soirée Mais ça leur semblait logique que je commande pas. Et moi, je leur ai dit, non, ne vous inquiétez pas, je serai là après. Donc, ils me disent, mais C'est fou. t'es ouf, quoi. Les mecs qui me disent, mais t'es ouf, tu vas pas. Comment tu sais ce qui va se passer? Ça se trouve, tu vas arriver avec une tête comme ça, tu auras perdu, il peut tout se passer sur un combat. Donc, moi, je leur ai dit, les gars, vous inquiétez pas, je vais faire le boulot et je serai là après à l'émission et tout va bien se passer, il n'y a pas de problème. Du coup, en rigolant, ils m'ont dit, si tu veux, commente aussi ton événement. Donc, là, j'ai dit, donc là, celui-là, non, je ne pourrais pas le commenter, malheureusement. Mais en tout cas, voilà, ça s'est bien passé. Et après, il y a eu le commentaire juste après qui s'est également bien déroulé. Donc, franchement, non, c'est cool. En parlant de l'UFC, mon cher Taylor, c'est vrai que tu as renoncé finalement à un combat à l'UFC pour pouvoir combattre à l'ARES le 11 décembre. Fernand Lopez a confirmé avant que tu le combattes que normalement une victoire contre Wilson Reis t'ouvrait les portes d'un retour à l'UFC quasiment de manière certaine. Où tu en es à ce niveau-là? Est-ce que c'est signé? Quelles sont les nouvelles? Alors, je pense que si c'était signé, je l'aurais su, parce qu'il aurait fallu ma signature. Donc, pas encore signé. Maintenant, il y a de solides discussions. Il y en avait déjà avant Arès parce que on avait fait une proposition de combat à 2 reprises. La première n'a pas pu avoir lieu parce que j'ai eu un souci de visa. C'est-à-dire que mon visa était pas encore OK. Ensuite, il y a eu la deuxième proposition, mais qui tombait juste derrière Arès. Donc, j'ai préféré me concentrer sur Arès, faire le combat que je devais faire. Et puis, comme j'ai dit à mon manager, Fernand Lopez, on verra plus tard. Donc, du coup, là, c'est son boulot. Moi, mon boulot, c'est de m'entraîner et de combattre. Lui, le sien, c'est de gérer au mieux mes intérêts.
Donc, c'est ce que je pense qu'il est en train de faire au moment même où on parle. Rien de signé pour l'instant avec l'UFC, mais en tout cas, on suivra avec attention ton actualité pour voir si dans quelques jours, quelques semaines, pourquoi pas, eh bien, tu annonceras la bonne nouvelle. Alors, c'est vrai que tes derniers combats se sont faits chez les bantamweight. J'imagine donc en cas de signature à l'UFC, c'est dans cette catégorie que tu vas évoluer. Et ce qui est sûr, c'est que les challenges ne manquent pas, hein. Le top 15 des bantamweight à l'UFC, il est hardcore, hein. C'est peut-être même la catégorie la plus relevée de toute l'organisation. Est-ce qu'il y a un combattant en particulier que tu aimerais affronter pour ton retour à l'UFC? Écoute, non, j'ai pas de combattant particulier en tête à affronter. Ce qui est sûr, c'est que moi, je prendrai ce qu'on me propose, hein, pour le premier combat. Je ferai pas la fine bouche. Je prendrai ce qu'on me propose. Et puis après, ce sera à moi de confirmer que j'aurais jamais dû quitter l'organisation et que je suis de retour. Et par la suite, si tout se passe bien, j'ai pas envie de perdre du temps. C'est-à-dire que je suis sorti de l'UFC quand même pas mal d'années. Je suis tout jeune, j'ai plus de 20 ans. Donc, du coup, si je reviens, voilà, je vais tout de suite aller à l'essentiel, c'est-à-dire que attaquer les gros défis si l'organisation me fait confiance. Et puis, bah voilà, ça passe ou ça casse. Soit, bah, tout simplement, on prouvera qu'on était prêt pour le top 10, top 5, voire plus de l'UFC. Soit sinon, bah, au contraire, on se rendra compte que ce n'était pas le cas. Mais en tout cas, j'ai pas l'intention de faire de la construction et de dire, OK, alors là, il y a lui, et puis lui, et puis ensuite peut-être l'autre. Non, on va aller tout de suite à l'essentiel. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que tu as combattu aux quatre coins du monde, tu as bourlingué en quelque sorte, tu as remporté une ceinture au TKO, organisation canadienne, pareil en Allemagne au GMC, mais c'est vrai qu'on te connaît, on retient ton parcours à l'UFC de 2015 à 2016, un parcours qui est quand même plutôt bon, 3 victoires, une seule défaite en 4 combats. Explique-moi alors, qu'est-ce qui a pris cette organisation, qu'est-ce qui a pris l'UFC, pourquoi est-ce que l'UFC a décidé de se séparer de toi? J'ai toujours pas la réponse, malheureusement. Je pensais que je l'aurais au bout d'un moment avec toutes ces années, mais malheureusement, je ne l'ai pas. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai joué de malchance? Est-ce que c'était un petit peu lié au rachat de l'UFC à ce moment, à la même époque, par le WMEIMG? Franchement, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse précise à apporter à ça. La seule chose que je sais, c'est que 3 semaines avant, on me proposait un fight que je ne pouvais pas faire parce que j'étais tout simplement même pas en France au moment où on me fait la proposition. À la suite de ça, ils ont décidé de ne pas conduire tous les combattants qui étaient, qui étaient en fin de contrat. Donc, du coup, malheureusement, il s'avère que c'était mon cas. Donc, je pense que c'est plus ça qui s'est passé. Après, voilà, j'ai vraiment pas les réponses à cette question. Pas encore de réponse vraiment à cette question, ça reste assez flou. Mais si je te demande, qu'est-ce que tu aimerais faire à ton retour à l'UFC de différent par rapport à ton premier passage pour te permettre de t'imposer durablement dans l'organisation, qu'est-ce que tu me répondrais? Bah, je te répondrais que l'objectif, alors y rentrer, c'est une chose, y rester en est une autre. Maintenant, je pense que ça passe par des grosses perfs. Je pense que ça passe également par des victoires. Donc, je ferai en sorte de gagner mes combats, puis bah, de faire des performances. Maintenant, j'ai envie de te dire, il s'avère qu'on se rend compte que juste gagner, ça ne suffit pas. Donc, du coup, je ne sais pas exactement ce que je ferai en plus, à part ce que je fais à l'extérieur déjà de l'UFC, gagner mes combats et puis continuer d'évoluer. Je vais te citer un exemple que tu connais très certainement, c'est celui de Colby Covington qui, malgré des bonnes performances aussi, bah, l'UFC à un moment donné lui a dit qu'il était à 2 doigts de se faire cut. C'était avant Damian Maia ou après Damian Maia, je me rappelle plus trop de la période, mais donc Colby Covington a décidé de se créer un personnage et de changer radicalement de stratégie de communication. Ça a porté ses fruits, il en est à 2 title shots, certes perdus, mais il fait partie des combattants aujourd'hui les plus connus, peut-être pas les plus populaires, mais les plus connus à l'UFC. Est-ce que tu comptes peut-être te créer aussi un personnage à la Colby Covington? C'est c'est pas prévu. C'est pas prévu. C'était pas prévu parce que je pense qu'il faut rester soi-même. C'est important d'être honnête envers soi-même quand on est un combattant. Parce que tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne peux pas te mentir à toi-même une fois que tu es dans la cage. Donc, non, non, je vais vraiment rester moi-même et continuer d'être honnête envers moi-même. Et je ne pense pas créer une image ou un personnage autour de moi. Plus sérieusement maintenant, j'ai envie de te parler d'un combat qui risque de marquer l'histoire du MMA français. Tu vois où je veux en venir. C'est le 22 janvier, combat historique entre Francis Ngannou et Cyril Gane pour une sorte de réunification des ceintures chez les lourds, puisque Cyril Gane est champion intérimaire, Francis Ngannou est champion tout court. Ces deux combattants que tu connais très bien, selon toi, Taylor, lequel des deux a le plus de chances de s'imposer le 22 janvier? Je vais faire le choix du cœur et je vais te dire Cyril.
Je pense que c'est lui qui a le plus de chances de s'imposer. Après, c'est un choix du cœur, mais pas que, parce qu'il a des grosses capacités. C'est quelqu'un de très talentueux, il a des mouvements qui sont vraiment bien, il a une gestion de la distance assez folle, il a un timing aussi très bon, un bon volume de frappe. Et puis techniquement, il fait partie des strikers les plus techniques qu'il puisse y avoir actuellement à l'UFC. Donc je pense que c'est un petit peu les raisons qui font que je vais te dire Cyril. Maintenant, voilà, on est sur malgré tout une pente un peu glissante parce que de l'autre côté, on a un gars qui a un fusil dans la main gauche et un bazooka dans la main droite. Donc j'ai envie de te dire qu'il est dangereux et qu'on sait qu'il peut stopper le combat à tout moment. Donc voilà, ça va vraiment jouer. Je pense que ce combat-là va être très stratégique, mais il va y avoir surtout un vrai aspect mental, à mon avis, notamment du côté de Francis, à savoir est-ce qu'il va réussir à gérer ses émotions, est-ce qu'il va réussir à rester concentré, à rester dans le combat. S'il sort du combat, c'est top. C'est-à-dire que il va faire beaucoup de bêtises et puis ça peut se retourner contre lui et on peut avoir une version alors un petit peu différente mais en termes de domination assez similaire à Stipe Miocic contre Francis Ngannou 1 en 2017. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut se produire. Maintenant, attention, il reste dangereux sur le R1, sur le R2. S'il arrive à maîtriser un petit peu ses émotions et pas sortir du fight, même sur le R3, il risque d'être toujours dangereux sur ses frappes. Donc, il va falloir être très, très, très vigilant, ne pas hésiter à scorer les premiers rounds intelligemment, lui mettre le R1, R2 et le mettre dans une position un peu l'affoler dans le R3 pour pouvoir l'épuiser, qu'il se mette à faire des bêtises et que son jeu soit plus simple à lire. Donc voilà, je pense que ça peut être une stratégie intéressante de le mettre dans une situation un petit peu d'urgence où il serait en retard et où il se mettrait à cogiter un peu trop. J'ai envie de te dire une victoire de Cyril, mais voilà, c'est incertain, tout peut se passer. C'est justement pour ça qu'on sera branché le 22 janvier pour assister à ce combat historique. En tout cas, Cyril Gane, champion intérimaire à l'UFC, Nassourdine Imavov qui a intégré le top 15 de la catégorie des middleweight. On peut parler de, encore une fois, l'ARES qui a organisé un super événement récemment en France. 2021 restera une année historique, non seulement pour le MMA français en général, mais aussi pour le MMA Factory en particulier, Taylor. Oui, voilà, le MMA Factory était particulièrement prolifique en 2021, avec le pas reciter tout ce que tu viens de dire, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de succès au haut niveau. Ares aussi peut être une plateforme intéressante pour pouvoir permettre aux athlètes d'évoluer. Il y a eu plusieurs prospects, notamment sur la carte. On a Azizov, Tamerlan Azizov, qui a combattu contre Patrick Martini, qui ont fait l'ouverture de la carte de l'ARES 2. C'est des gros prospects, donc ça va permettre à des prospects d'évoluer et puis à des combattants plus confirmés de pouvoir combattre dans la cage. Donc je pense à moi, je pense à Abdul Abdouragimov également, qui a combattu un Coven, qui a fait une grosse perf. Donc voilà, c'est beaucoup de bonnes choses en prévision qui arrivent. 2022, à mon avis, nous réserve aussi du très très lourd en ce qui concerne le MMA français, en ce qui te concerne toi aussi, Taylor Lapillus. D'ailleurs, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Il m'en reste une dernière à te poser. Est-ce que tu as peut-être un message à faire passer aux personnes qui vont regarder cette interview? Pas particulièrement de messages à faire passer, juste peut-être un remerciement. Merci à tous les gens qui m'envoient des messages, que ce soit sur Twitter, Facebook ou Instagram et qui soutiennent. Ça fait plaisir. Donc voilà, merci à tous. Après, peut-être message de motivation un petit peu. Croyez ce que vous faites, quoi. Je veux dire, croyez en ce que vous allez faire, en ce que vous entreprenez. Quand j'ai signé à l'UFC, la majeure partie des gens pensaient que j'allais me faire casser la tête et malgré tout, je suis sorti sur un bilan positif. Donc, je pense qu'il faut croire en soi, travailler et se donner de ses ambitions. Donc voilà comment je pourrais éventuellement clôturer cet entretien. Le message est passé. Je te remercie une fois de plus, Taylor Double Impact Lapillus. Et on suivra avec beaucoup d'attention ton actualité en espérant très vite des bonnes nouvelles concernant un possible retour à l'UFC. Merci beaucoup, Taylor. Je te laisse tranquille. À la prochaine pour une nouvelle interview. Merci et puis encore merci pour l'invitation.